Nous sommes ici, enfin ici et à distance, nous sommes grosso modo 3/4 de professionnels, 1/4 de parents. Tu as raison. Et ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, à l'heure où le monde entier retient son souffle et où la presse internationale se perd en conjectures. J'ai le grand plaisir de vous présenter des personnes que je considère comme des héros du quotidien, ce qui est bien la forme d'héroïsme la plus difficile. Et je pense que cette définition, j'ai un peu honte de dire ça parce que je suis parent moi-même, mais bon, s'étend à tous les parents, vraiment à tous les parents. Parce que, évidemment, on peut se dire que les parents n'ont pas choisi d'entrer dans le monde du polyhandicap, mais ils l'assument. Et ça, franchement, vous allez voir, c'est assumé dans des conditions exceptionnelles, du genre, un, j'ai peur de rien, et deux, si j'ai fait ça, c'est que je peux aller plus loin, c'est que je peux faire mieux. Alors, ils vont vous le dire beaucoup mieux que moi. Et donc, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Valérie et Jean Chénaud et leurs filles jumelles, Louise et Alice. Donc, voilà. Vous les voyez, c'est vrai, hein, c'est eux. Et donc, qui commence? Société patriarcale. Bon, alors, mon cher Jean, à toi. Avec une présentation comme ça, il faut que je sois à la hauteur pour Alice, pour toute la famille, pour vous. Mesdames, messieurs, chers amis du groupe Polyhandicap France, je suis ici comme papa, comme témoin, comme un homme debout aux côtés de sa famille et comme une voix parmi tant d'autres. Donc, Alice. Alice, elle transforme tout. Nos regards, nos gestes, nos repères, nos priorités. Elle est à la fois silencieuse et puissante, immobilité et génératrice de mouvement. Avec Alice, rien n'est linéaire, rien n'est attendu. Mais tout devient vital. Quand le diagnostic du syndrome de Rett est tombé, ce fut un choc, un vide, un précipice, avec cette question: est-il possible d'accepter l'inacceptable? Mais très vite, une nécessité est tombée. Organiser, protéger, avancer. Alors, on a réaménagé nos vies, rebâti nos emplois du temps, réinventé nos projets. Parce qu'accompagner un enfant polyhandicapé, ce n'est pas juste aider. Non, c'est tenir la main quand il n'y a plus de chemin. C'est résister à l'abandon. C'est dire, jour après jour, Alice, tu as ta place ici, pleinement, sans condition. C'est vivre aussi dans un temps à part, sans repère, sans courbe de croissance. Un temps fait d'attention minuscule, de gestes répétés, de présence ténue, où chaque silence devient parole, où chaque regard une reconnaissance. Et au cœur de tout cela, un engagement sans mesure. Nous, les familles, on désapprend pour construire l'essentiel. On devient expert d'un art invisible. On avance sans triompher, mais on avance ensemble. Alors on agit. En 2009, nous organisons notre premier colloque. Une vision s'impose à nous, celle d'une alliance entre familles, professionnels de santé et associations. Ce fil rouge ne nous quittera plus. Chaque projet est ainsi construit. Un médecin, une famille, un acteur du tissu associatif. C'est une parole à 3 voix, une parole véridique. Et une force à 3, avec Valérie, Louise et moi. Puis,
En 2011, un second colloque, plus concret, plus ancré dans le quotidien. À ce moment-là, le diagnostic du syndrome de Rett était tombé. Inattendu, implacable. Un polyhandicap sévère et dégénératif. Nous avions quitté le champ du possible pour entrer dans celui du nécessaire. Entre 2009 et 2012, j'ai siégé comme administrateur à l'Association française du syndrome de Rett. Écouter, apprendre, comprendre. Plonger dans les subtilités du polyhandicap. Ce monde sans manuel. Mais le quotidien avec Alice devenait de plus en plus exigeant. Nous avons alors décidé de recentrer nos forces, nos espoirs, nos actions sur Nantes. En 2013, j'ai rejoint l'association gestionnaire de l'établissement qui accompagne Alice. D'abord comme administrateur de l'APACH 44, puis comme président du conseil de vie sociale de l'EAP. Rester au plus près, agir de l'intérieur, encore et toujours, rendre visible, trop souvent ne l'est pas. Et plus tard, en créant l'association Do It Yourself. Avec elle, des projets ont fleuri, du matériel adapté, des loisirs accessibles, un manifeste des parents aidants de Loire-Atlantique, un manège équestre, des vidéos, de la formation, de la recherche, parce qu'il fallait agir, parce qu'on n'avait pas le luxe d'attendre. Et puis, la vie a continué de nous défier. En 2022, mon affectation professionnelle a été modifiée sans concertation. Pour mon nouveau supérieur, c'était Valérie, l'aidante. Moi, je n'étais que salarié. En parallèle, Louise quittait le nid familial pour ses études à Paris. Un double tremblement. Mais là encore, un mouvement inattendu. Le CHU de Nantes lançait un diplôme universitaire sur le partenariat patient-professionnel de santé. Un médecin m'a proposé de l'accompagner dans ce DU. Bien évidemment, j'ai dit oui. Diplôme en poche, la situation au travail restait bloquée. Et puis, fin de l'année 2024, une proposition surgit de Prieur, maladie rare, handicap rare de la région Pays de la Loire. Cette plateforme me proposait un poste de chargé de mission polyhandicap en appui en famille. Une évidence, une continuité, un nouveau souffle et une reconnaissance de toutes ces années d'implication et de bénévolat. Un rôle pour les familles, par un père qui a vécu et qui vit encore. Et de ce rôle est née une idée forte, un peu folle, mais très forte. Et si on entraînait les familles comme des athlètes de haut niveau? Un parallèle assez osé entre les défis auxquels sont confrontés les familles et les défis auxquels sont confrontés les athlètes de haut niveau. Parce qu'on ne demande pas à un marin de faire le tour du monde sans boussole. Alors pourquoi laisser les familles affronter la tempête sans assistance? Ce n'est pas une image, c'est une réalité de ces défis partagés. Alors on a bâti un programme de préparation mentale co-construit avec des experts du sport adapté aux familles pour transformer la résilience en forme pérenne. Parce que vivre le polyhandicap, c'est tenir dans la durée, c'est encaisser, se relever, créer du sens. Et oui, encore une fois, un départ, un défi, un recommencement, mais toujours avec la même force, la même énergie, l'énergie du lien, de l'amour, de l'action. Et au cœur de tout, il y a Alice, qui ne parle pas, mais nous fait dire l'essentiel, qui ne bouge pas, mais fait bouger les lignes. Tu es le point de départ, tu seras toujours le souffle de demain. Merci. Eh bien, mes amis, on n'est pas au bout de nos émotions, on va le dire comme ça. Alors, un grand merci à tous ces intervenants qui annoncent la couleur dès le départ.
je crois que ça a été ta deuxième ou troisième phrase, c'est un engagement sans mesure. Une fois qu'on a dit ça, ben vous avez tous compris que c'est un engagement sans mesure. Pas que tu sois démesuré, mais enfin, de temps en temps, tu peux te laisser aller, il faut reconnaître les choses. Alors ça, c'était le papa, et puisque la famille entière a accepté de témoigner, je vais poser quelques questions à Louise. Et donc, Louise, sœur jumelle d'Alice, c'est quand même des cas assez peu fréquents, ce cas de gémellité. Et donc, ça nous a paru intéressant, d'autant que Louise était partante et qu'elle a eu la gentillesse de prendre sur son temps de travail pour venir être là. Et là, voilà, vous l'avez, je vais laisser Louise commenter les photos et nous parler de ce qui est une différence de parcours quand effectivement on se trouve dans cette situation qui est quand même une situation, il faut le dire, rarissime. Bah oui, effectivement, avec Alice, donc on est jumelles. Et comme on peut le voir sur les photos, au début, Alice, elle est née complètement normale. Donc on a grandi ensemble. Et c'est à ces 2 ans qu'elle a développé donc, une maladie. Mais jusque-là, on avait grandi normalement. Et donc du jour au lendemain, on se retrouve sans le repère qu'on avait, à un âge où on se construit évidemment soi-même et où on ne comprend pas forcément pourquoi la personne avec qui on a grandi pendant ces 2 années évolue différemment. Et que on est passé du tout au tout, on rigolait, on parlait, on faisait tout ensemble, on se lavait les dents, on mangeait, c'était vraiment le quotidien, comme des jumelles. Hein. Et donc du jour au lendemain, Alice ne parlait plus, ne marchait plus, ne rigolait plus, c'est comme si elle était figée dans le temps. Donc ça a été une grande épreuve et sans vraiment comprendre ce qu'il se passait. Mais entourée donc des parents et de tous les amis, de toute la famille, on a réussi à grandir ensemble. Et donc on voit un petit peu l'évolution sur les photos. Et c'est un parcours forcément marquant, parce que comme tu l'as très bien dit, c'est assez rare d'être jumelle et d'en avoir une qui est polyhandicapée et pas forcément l'autre. Et donc, ça a été un parcours compliqué où au début, je m'identifiais beaucoup à Alice. J'arrivais pas vraiment à passer le pas. Et c'est vrai que quand les appareils, les fauteuils roulants ont commencé à arriver, ça a été très dur, où je l'acceptais pas. Je voyais mes autres amis grandir avec des frères et sœurs qui étaient normaux et moi qui avais un quotidien complètement différent, où on sortait pas forcément le soir, où c'était beaucoup plus compliqué, où tout était rythmé autour d'Alice. Et au final, voilà, ça m'a fait grandir plus vite, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Les premières étapes qui ont été assez dures, comme je l'ai dit, c'était l'arrivée des appareils. Ensuite, le regard des autres, ça a été très violent, et même de mes camarades. Et c'est quelque chose, c'était une épreuve à passer qui a mis plusieurs années. Et ensuite, c'est quand j'ai compris que Alice pouvait aussi être une force. C'est vrai que pendant plusieurs années, Alice était hospitalisée à chaque fois sur les périodes de Noël. Donc, passer 1 mois pendant les fêtes de Noël à l'hôpital, c'était pas évident. C'était ça pendant 3 ans, suivi de nos anniversaires aussi à l'hôpital. Donc forcément, c'était lourd. Moi, je comprenais pas pourquoi tous mes amis partaient en vacances à Noël, ils faisaient des repas en famille, que nous, on devait se relayer pour aller voir Alice à l'hôpital. Et donc, c'est là que mes parents, ils ont fait appel à l'association Rêve, qui nous a offert après un séjour à Disneyland Paris, tout compris. Et c'est vrai qu'avec Alice, on passait devant tout le monde. Et c'est là où je me suis dit, tiens, finalement, il peut y avoir du positif. On fait pas 1 heure de queue et on a accès à tout. Donc c'est là en fait que je me suis dit, oui, en fait, faut en faire une force. Ce qui était un poids, faut en faire une force. Faut se battre 2 fois plus. Alice, elle parle pas, je vais parler pour 2. Bon, ça n'a pas été compliqué, mais et je vais me battre pour nous 2. Et ça a été, avoir des projets en commun. C'est pas facile d'aller jusqu'au bout, mais le dernier gros projet dont on est très fiers, c'est qu'avec Alice, on a réussi à porter la flamme olympique ensemble. En marchant. Donc ça, c'était aussi une belle épreuve. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi seul. On l'a réussi grâce à la famille, grâce à toutes les personnes qui entourent Alice, notamment ses kinés, qui l'ont fait marcher pendant plusieurs années. Et grâce à quelque chose que ma maman vous présentera par la suite. Mais voilà, c'est grâce à tout le monde. Tout le monde s'est uni autour de ce bel objectif.
Et donc ça a été qu'Alice ait confiance en elle pour marcher, qu'elle réussisse à tenir la flamme avec moi. C'était aussi, ça a pris plus d'1 an. Donc voilà, on s'est tous entraînés ensemble. C'était un objectif qu'on a réussi. Le jour J, il y avait énormément d'émotions. Il y avait beaucoup de monde qui était venu nous voir, forcément. Et c'était voilà, quelque chose de très très beau. Et c'était aussi le fait de montrer que certes, Alice est différente. On n'a pas eu la même enfance, mais on arrive à faire des très beaux projets ensemble. Et donc c'est évidemment ce que je retiens. Et c'est quelque chose qu'on a réussi en équipe. Et c'est ce que je trouve le plus beau, c'est que ça arrive à fédérer et à souder les gens autour de nous. Eh bien, merci pour ce témoignage que je trouve absolument magnifique. Si vous aviez un doute sur la vraie signification du terme résilience, je pense qu'il vient d'être levé. Et moi, je voulais te poser une autre question, parce que tu en as parlé à plusieurs reprises hier, le regard des autres. Donc, le regard des autres dont tu parlais tout à l'heure, qui était très difficile. Je pense que tous les frères et sœurs ont vécu ça. Je ne parle pas des parents, mais tous les frères et sœurs ont vécu ça. Et est-ce qu'il y a, quel est le moment et comment est-ce qu'on arrive à surmonter ça? Parce que c'est vraiment, je pense, alors là je le dis effectivement aussi de ma place de maman, c'est quand même un des trucs les plus compliqués entre le moment où tu as envie, parce que moi je suis la douceur même, mais parfois je l'oublie. Et donc, et donc où tu as envie de tuer. Et puis le moment où tu passes à la tête haute et tu trouves la petite phrase qui va bien, du genre devriez vous estimer heureux que ce ne soit pas tombé sur vous. Voyez ? Eh bien, pour ma part, donc le regard des autres, ça a commencé très tôt quand on était en maternelle. Alice, il y a une période où elle venait avec moi, on était encore dans la même maternelle. Et le regard des autres, c'était très dur. C'est vrai que du coup, je n'avais pas forcément beaucoup d'amis parce qu'ils nous comparaient énormément. Et donc c'est là que les parents ont décidé de faire intervenir la personne qui s'occupait de ma sœur à côté. Et il est venu pour expliquer ce qu'est la différence. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ces enfants, c'était pas malveillant, mais c'est plus qu'ils n'étaient pas informés, ne savaient pas ce que c'était que d'être différent, ce que c'était le handicap. Et en échangeant avec tous ces enfants, l'éducateur de ma sœur, il a réussi à faire changer un petit peu le regard. Et au fur et à mesure, les enfants, ils se sont dit, ah bah oui, moi c'est vrai, j'ai un oncle qui entend mal, j'ai un oncle qui est en fauteuil. Voilà, c'est en communiquant, en parlant de tout ça, que le regard, en tout cas, à l'école avait changé. Et après, sinon, il y a aussi une autre forme de regard, c'est le regard dans la rue, des personnes qui peuvent être insistants. Ça, c'est avec le temps que c'est passé et c'est en échangeant aussi avec eux parce que souvent, c'est les enfants dans la rue qui restent scotchés devant Alice et les parents qui sont très gênés, qui attrapent les enfants et qui disent non, faut pas regarder la petite fille et tout. Et en fait, c'est les parents qui disent non, au contraire, on va expliquer et c'est finalement la réaction, je pense, de mes parents qui m'ont fait aussi passer au-delà de ça, c'est qu'ils ont toujours expliqué la différence et quand on l'explique, ça fait moins peur. Donc je pense c'est informer les gens qui fait la différence. Eh bien, écoutez, voilà, ça, je tiens à ce que vous vous rappeliez cette parole, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile quand vous avez comme ça un regard, pas simplement interrogateur, mais un regard dans lequel vous lisez la peur de l'autre. C'est ce qu'Elisabeth disait très bien. Décidément, on en a parlé toutes les 5 minutes aujourd'hui. Et si on arrive à vaincre ça, et sa propre peur de se confronter à ce regard, qui est en fait un regard d'ignorance, un regard qui n'est pas malveillant réellement, qui est un regard de peur, d'ignorance, d'inquiétude. Et dans le film dont on parlait tout à l'heure, des ados pas comme il faut, elle disait, c'est pas n'importe quelle peur. Elle, Elisabeth, disait, ça n'est pas n'importe quelle peur, c'est la peur d'être à leur place ou à celle de leur famille. Et je pense que c'est juste. Et donc, quand ils voient qu'on peut avoir, et on en a parlé tout à l'heure, on a parlé de dolorisme avec Paul Lou, quand ils voient que quelque chose qui leur paraît être le malheur suprême, que malgré tout, il y a une famille qui est heureuse, qui échange, qui vit,
et ben ça change complètement la donne. Mais je suis bien obligée de dire qu'il faut beaucoup de force pour en arriver là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire maintenant, Louise ou... Bah, moi, si je pouvais ajouter quelque chose, ce serait plus en tant que sœur aidante. C'est vrai qu'on parle souvent des parents qui sont aidants, mais les fratries aidantes sont un peu souvent oubliées, alors que c'est quelque chose qui est quand même très important. Donc, les fratries se construisent. C'est vraiment un âge où bah, on doit se construire, où on va à l'école, où on a notre vie sociale, et c'est tout qui est un petit peu chamboulé. Donc avoir pu prendre la parole aujourd'hui, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce qu'on n'entend pas forcément beaucoup de témoignages de frères et sœurs et je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en avant. Je pense... Bravo. C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup trop souvent tu, qui est même parfois impensé et que c'est réellement dommage parce que c'est quand même vous qui êtes là et qui êtes là pour longtemps. Valérie? Bonjour à tous et merci au groupe Polyhandicap France pour cette invitation. Alice m'a appris à me réinventer, chaque jour, chaque nuit, 365 fois par an depuis 20 ans. Quand la maladie a frappé, le syndrome de Rett, Alice avait 2 ans. Elle marchait, elle parlait, elle comprenait. Elle grandissait comme sa sœur Louise. Et puis tout a basculé. Du jour au lendemain, elle ne dormait plus que 20 minutes pour 4 heures d'éveil. Et ces moments d'éveil, c'était des cris, des tensions, des mises en danger. Et ça pendant 3 ans. J'ai arrêté de travailler. J'ai dû tout réapprendre, tout adapter, chaque geste, chaque objet, et m'entourer de professionnels engagés, bienveillants et compétents. Le polyhandicap, c'est ça. Créer sans cesse, innover avec les moyens du bord, transformer un siège de fauteuil roulant en une assise pour VTT, réinventer un support de bain, inventer un harnais de marche pour rééduquer Alice jusqu'à la flamme olympique. Mais surtout, ne jamais faire ça seule, toujours main dans la main avec les soignants, les kinés, les éducateurs, les associations, les hôpitaux, les centres de rééducation. Vous, les professionnels, vous avez été là, présents, solidaires, créatifs aussi. Grâce à vous, Alice a un quotidien possible. Et moi, je suis restée debout. On a traversé ensemble les années, les tempêtes, les défis. Et on continue. Lundi dernier, à la même heure, j'étais à l'hôpital pour la dernière cure d'Arédia d'Alice. Pas parce qu'elle est guérie, pas parce qu'elle n'en a plus besoin, mais parce qu'elle a 22 ans. Et qu'à 22 ans, on a passé l'âge pédiatrique. Nous avons eu de la chance d'y rester si longtemps. Mais maintenant, il faut franchir une nouvelle frontière, celle du monde adulte. Et ce monde-là, il n'est pas prêt pour accueillir Alice. Trop complexe, trop fragile, trop polyhandicapée. Alors on nous propose un nouveau protocole, un traitement à domicile, tous les 6 mois. À moi de trouver des infirmières libéraux, des gens qui accepteraient de faire une prise de sang. Et quelques jours plus tard, reperfusion. Sur le papier, c'est simple. Dans la réalité, c'est tout sauf simple. Lundi dernier, 3 infirmières se sont relayées à l'hôpital, pendant 1 heure, avec du matériel pédiatrique. Pas de veine ou à peine, pour juste quelques gouttes de sang. Alors je pose la question, quel infirmier libéral acceptera de passer 1 heure pour un acte aussi peu valorisé, avec les tarifs actuels, avec la complexité du polyhandicap? Nous quittons la pédiatrie la gorge nouée,
avec de la reconnaissance immense, mais aussi avec la peur au ventre. Il va falloir tout recommencer, tout reconstruire, dans un système qui, historiquement, ne prévoyait pas que ces enfants deviennent adultes. Et maintenant, ils vivent, ils sont vivants. Mais le système ne suit pas. Les actes changent, les nomenclatures évoluent, les règles administratives se succèdent, mais le terrain, lui, reste fragile, sous-financé, mal formé, souvent perdu. À la rentrée prochaine, la structure qui accompagne Alice change les règles, brusquement, sans préavis, sans bien sûr nous consulter. Il crée un groupe à part entière ou à part tout court, pour les jeunes comme Alice. Et pour mieux les distinguer, ils ont changé leur prénom. Alice ne s'appelle plus Alice, elle s'appelle Creton, comme ses 10 camarades. Alors on sourit jaune, parce que ce n'est pas juste un prénom, c'est un effacement de l'état civil comme si les enfants n'étaient jamais nés. Une façon de regrouper, de parquer ceux qu'on ne sait plus accompagner, qu'on ne veut plus accompagner. D'abord, on a voulu changer nos horaires de 10h30 à 15h30. Puis la fréquence des prises en charge selon l'âge. On décide et on nous impose. Sans dialogue, sans débat. C'est un retour à la maison forcé. On exclut sous prétexte d'inclure. Mais les cretons ne sont pas le cœur du problème. Ils sont le symptôme. Le vrai problème, c'est la liste d'attente adulte. Les chiffres grimpent. Inexplicables. Demain, les établissements IEM, EEAP en Loire-Atlantique n'auront que des adultes cretons. Le système est à bout de souffle. Et surtout, il n'a pas vu venir le vieillissement de nos enfants. On l'a pourtant dit, il y a 7 ans déjà, un manifeste, des témoignages, des réunions, des alertes posées sur la table et rien. Et pourtant, nous les familles avons toujours été là, quand il a fallu témoigner, défendre, se battre, quand le Ségur de la santé est venu revaloriser vos métiers. On s'est levé avec vous. On a parlé de votre travail. On a montré vos réussites. On a défendu vos droits. Parce que vous prenez soin des nôtres. Et aujourd'hui, on a besoin de vous. Pas pour être stigmatisé, pas pour être assigné à un sous-groupe sans voix, mais pour inventer quelque chose de nouveau, un vrai projet, un projet collectif, pas une gestion de flux, pas une logique comptable, une réponse humaine, conçue ensemble, à hauteur d'Alice, à hauteur de vie. Aujourd'hui, moi, maman aidante de ma fille depuis plus de 20 ans, je dois tout recommencer à zéro, devenir coordinatrice de soins pour retrouver des médecins, retrouver des structures, reconstruire pièce par pièce ce cercle de professionnels qui ont porté Alice avec moi depuis toutes ces années. Une montagne se dresse devant moi. Je n'ai plus la même énergie, le corps parle, la fatigue s'accumule. La charge mentale, la charge physique, tout pèse. Et je ne suis pas seule. Combien sommes-nous? Combien de mamans? Combien de familles dans cette impasse discrète? Combien à s'essouffler dans ce silence administratif? Combien à voir nos enfants devenir adultes, sans que le monde autour suive? Parce que le polyhandicap ne s'arrête pas à 18 ans. Il évolue,
il s'intensifie, il complique tout. Et nous, les familles, nous n'avons pas besoin de compassion, nous n'avons pas besoin d'être plaintes, nous avons besoin de vous. Vous, les professionnels, pas pour faire à notre place, mais pour faire avec. Nous avons besoin de construire autrement, de réparer ce qui s'effondre, de penser l'adulte polyhandicapé comme un sujet, pas comme une variable gênante. Alice est là, Alice grandit, Alice vit. Et chaque jour, elle nous oblige à inventer ce que le monde oublie. Alors aujourd'hui, je ne vous demande pas la lune, je vous demande la main. Merci. Eh bien, tu sais, Alice, si j'étais toi, je serais sacrément fière d'avoir une famille pareille et de faire bouger les choses comme tu le fais. C'est réellement très fort. Donc la famille, maintenant que vous avez fait vos petits témoignages, chacun de votre côté, tous plus émouvants les uns que les autres, on est content qu'il ne soit pas 15 parce qu'on aurait terminé sous les tables. Et donc, qu'est-ce que vous vous diriez entre vous? Maintenant que vous vous en êtes parlé comme ça, devant tout le monde, je veux dire, si vous pouviez, d'un coup de baguette magique, changer quelque chose d'autre que l'accès au monde, enfin faciliter l'accès au monde adulte, et vous savez à quel point on se bat pour la qualité de vie des adultes qui en France est une honte, on va appeler les choses par leur nom, dans la plupart des cas, pas tous bien sûr, mais puisqu'on parle d'apprentissage, quand on pense quand même aux établissements pour adultes où l'éducateur en chef est la télévision, il y a de quoi se poser des questions. Donc effectivement, quoi d'autre? D'abord, est-ce que vous êtes fiers les uns des autres? Il me semble que oui, parce que je vous ai entendu hier soir, c'était waouh! Mon appartement n'est pas assez grand pour recevoir 100 personnes, mais vous auriez dû être tous là. Allume le verre. Petit bouton vert. Voilà. Oui, alors, il y a une chose que je nous souhaite, c'est de garder la santé. Parce que si nous, on n'a plus la santé, effectivement, là, ça va être compliqué pour Alice, ça va être compliqué pour Louise. Donc, notre santé, finalement, devient presque essentielle pour le bien-être d'Alice. Puis de continuer à avoir des idées folles. Moi, c'est mon truc, ça. J'aime bien ça. C'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui fait aller toujours plus loin. Et puis, il y a le côté plus raisonnable de Valérie, qui est important aussi. En fait, finalement, on s'est trouvé sur quelque chose qui est assez essentiel, c'est la complémentarité. Exceptionnel, ça, effectivement, parce que côté idée folle, je reconnais que tu es sûr, grave. Mais en tout cas, ce qui est quand même pas une idée folle, c'est l'idée, ce qui était dit tout à l'heure, d'entraîner les parents comme des athlètes. Parce que c'est exactement ça. Et c'est réellement... parce que l'athlète, c'est celui qui est là dans la durée. C'est pas, je crois beaucoup plus aux valeurs du marathon qu'à celui du sprint. Tu peux faire un sourire, Sébastien. Et donc, je pense que c'est réellement ça. C'est cette histoire de durée et de garder le moral, le sens de l'humour. Vous avez pu le noter, c'est pas moi qui le dis, tous les trois. Est-ce que vous avez forcément des questions? Est-ce que vous avez d'abord autre chose à dire? Oui. Forcément, Valérie a quelque chose à dire. Moi, je voulais parler des professionnels, des kinés, parce que je pense que c'est le professionnel qui nous suit le plus au quotidien et qui voit énormément de choses et nous alerte sur des situations qui peuvent mettre Alice et nos enfants en danger. Et on a fait un travail incroyable avec nos kinés.
Leur nomenclature a été réévaluée il y a 1 an à peu près, de façon positive pour le polyhandicap, mais pour le polyhandicap enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos adultes polyhandicapés, certains kinés probablement ne voudront plus les prendre parce que ça sera trop lourd pour eux et sous-payé. Et ça, je ne trouve pas ça normal, hein. Voilà, et j'aurais aimé aussi ajouter qu'ensemble, il va être temps de construire et d'adapter, d'imaginer, de créer un lieu de transition, parce que les masses ne sont plus adaptées, les résidents des masses vieillissent de plus en plus et de plus en plus longtemps. Et ça serait bien peut-être d'imaginer un lieu de transition entre l'âge enfant, 18 ans, et peut-être 35 ans. Peut-être, ensemble. Il y a plein de choses à faire. En effet, ça fait partie des choses qui se tentent actuellement, mais de façon tellement sporadique et rare que c'est pas vraiment. Mais à quoi tu me fais penser, c'est que au lieu de faire un colloque sur les apprentissages pour les professionnels et pour les parents qui savent déjà quoi s'en tenir, on aurait dû faire un truc pour les pouvoirs publics plutôt, pour leur expliquer de qui, de quoi et comment. Mais bon, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Tu veux compléter quelque chose, Louise ? Moi, ça va être un peu dans la lignée des parents. Le chemin a été long jusqu'ici et la suite fait encore plus peur parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas, Alice, ce qu'elle va faire demain, où elle va être. Donc c'est une incertitude au quotidien qui fait peur. Et moi, en tant que sœur qui ne suis plus à la maison, et c'est exactement aussi ce qu'a dit les parents, c'est que tant qu'ils sont en bonne santé, j'ai la chance de les avoir. Mais le jour où il y a un problème, je récupère tout le monde. Donc après, je fais quoi ? Voilà. Effectivement, ça donne à réfléchir. Des questions forcément ? Des témoignages ? Oui, juste Thierry. Marie-Christine, Oui, je pardon. voulais juste te dire un petit mot. C'est par rapport donc à ce projet de préparation mentale pour les familles adaptées au sport de haut niveau. C'est un projet qui vise avant tout à valoriser aussi les familles, valoriser leur quotidien. À partir du moment qu'on fait ce parallèle entre les familles et les athlètes, on valorise. Et pour les pouvoirs publics, c'est peut-être la réponse qu'on pourra leur apporter en leur disant voilà qui on est. Parce que on porte très haut nos sportifs. Si on arrive à porter aussi haut, nous, les familles, ce serait, je pense, la chose la plus importante, même si c'est très important mentalement de pouvoir faire mieux. Mais là, c'est vraiment valoriser les familles, ce quotidien qui est très dur. D'autant que vous êtes de ce point de vue-là une famille absolument exemplaire au sens réel du terme, parce que je vous rappelle, Louise est passée là-dessus assez rapidement et discrètement, mais vous vous rappelez, on en a parlé l'année dernière, vous vous rappelez cette affaire de flamme olympique ? Quand tout d'un coup Louise a dit « Et pourquoi Alice ne porterait pas la flamme olympique ?» Je veux dire, il fallait être gonflé quand même. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on en a parlé encore une fois hier. Et on en a parlé hier. Et alors, Jean était là, voilà, une illustration parfaite du parcours de cette famille, à dire donc Alice, qui avait évidemment des problèmes d'ostéoporose, qui était soignée avec des biphosphonates, etc. Tout d'un coup, il y avait un moment où ça allait mieux, donc on pouvait la remettre debout. Vous savez ce qu'il fait, le père, dans ces cas-là ? Je vous le donne en 1000. Il dit, si elle peut se tenir debout, elle peut marcher. Et donc, Alice, avec une aide familiale, kiné, etc., fait 10 pas. Et qu'est-ce que dit la famille ? Si elle fait 10 pas, elle peut faire 100 mètres. Et le pire, c'est qu'ils ont raison. Le pire, c'est qu'ils ont raison. Et donc, du coup, qu'est-ce que fait Valérie ? Elle invente, vous entendez bien, les bricoleurs de génie, là, comme on dit. Elle invente un type de harnais. Tu nous remettrais la photo, Louise, s'il te plaît ? Voilà, elle invente, vous voyez, ce type de harnais extraordinaire qui permet à Louise d'aider Alice à marcher. Et qu'est-ce qu'elle tient ? Qu'est-ce qu'elle tienne ? La flamme olympique.
Parce qu'effectivement, quand les pouvoirs publics ont eu vent de ce projet, etc., ils ont dit « Ah non, mais oui, bien sûr !» Et il y a eu ce moment extraordinaire où cette jeune femme polyhandicapée et donc avec les préjugés qui entourent cette situation, aidée par sa sœur jumelle, porte la flamme olympique. J'ai connu des gens en fauteuil qui étaient là tout contents avec leur flamme. Ça n'a rien à voir. Ce qu'ils ont fait là est extraordinaire. C'est du niveau du plus grand athlétisme et de la plus grande force. Donc ça, je veux dire, vous l'avez fait, on en a très peu parlé. C'est waouh, moi je suis scotché quand je vois ça parce que c'était déjà l'idée. Ah bah ouf, ouais bon, on savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Voilà. C'est pas moi, c'est les humoristes anglais qui disent ça, mais je trouve ça extraordinaire. On ne savait pas que c'était impossible. Thierry. Merci. Oui, je voudrais juste dire que ce n'était pas impossible, puisque la photo prouve la possibilité. Donc bravo. Oui, je suis donc Thierry Laurin, je suis le président de l'association Les Tout-Petits, et je voulais vous dire que les unités de transition pour des jeunes adultes, disons amendement Creton, mais jusqu'à 25 ou 30 ans, ça existe, puisque donc, nous en avons ouvert une au Molière, donc dans le département 91. Donc ça existe, c'est encore rare, bien sûr, et il faut le développer davantage. Je voudrais vous dire aussi que j'ai une fille qui a également le syndrome de Rett, qui a 40 ans, qui s'appelle Floriane. Et elle a un frère qui a 5 ans de plus qu'elle, donc c'est pas un frère jumeau, mais j'ai toujours été émerveillé par la capacité de communication que nos deux enfants ont entre eux. Et ils communiquent différemment, bien sûr, de ce que nous, les parents, on fait, mais c'est toujours extraordinaire. Et on sait que les jumeaux ont des capacités de communication encore au-delà de la fratrie normale. Alors, je voudrais savoir, c'est une question donc pour Louise, comment ça se manifeste? Est-ce que vous avez parfois l'impression qu'effectivement vous comprenez ce que veut exprimer votre sœur plus rapidement que les autres membres de la famille ou d'une manière très différente de ce qui est classique? C'est une très bonne question, merci. Avec Alice, on est fausses jumelles. Parce que si on était des vraies jumelles, soit on aurait toutes les deux le syndrome de Rett, ce qui est possible, soit aucune d'entre nous. Mais cela n'empêche pas qu'on a évidemment grandi ensemble. Je pense qu'avec Alice, on se comprend effectivement très bien. Quand je suis arrivée à Paris pour mes études, Alice m'a fait la gueule pendant 9 mois. C'est long, 9 mois. C'est long. Et ça se traduisait par le fait que quand je rentrais à la maison, je disais bonjour à tout le monde, on faisait la bise, un petit câlin. Alice tournait la tête, ne voulait pas me regarder, et si j'osais m'approcher, j'avais le droit à une petite tape. Donc ça, pendant 9 mois, c'était long. Au bout de 9 mois, je lui ai dit, Alice, je vais plus rentrer. Donc là, elle s'est dit, ah, non, j'aimerais bien qu'elle rentre quand même, ma sœur. Donc on a trouvé la solution, c'est quand je rentre, il faut que je lui emmène des bonbons. Mais voilà, c'est une grande chipie, Lily, mais évidemment, on a une complicité qui est différente. Après je pense que tous les frères et sœurs ont une attache très importante. Mais c'est vrai que avec les parents qui la comprennent effectivement très bien, je pense que la communication est différente. Sur plusieurs points de vue, mais voilà, tous les frères et sœurs ont une connexion très particulière. Donc, avec Alice, évidemment, on en a une, mais c'est quelque chose qui se traduit autour de toute la famille. Tous ensemble, on se comprend, et c'est vrai que comparé à d'autres personnes de la famille qui savent pas forcément pourquoi, quand Alice elle est ronchon, pourquoi? Et nous, on va savoir, c'est peut-être parce qu'elle a mal au ventre, peut-être parce que tout simplement elle a soif. Et ça, je pense que dans la famille, on le sait tous très bien. Donc voilà. Merci, merci. Oui, moi j'aurais bien aimé que vous nous disiez quelques mots, quelques phrases sur votre programme de préparation mentale. Je suis curieuse de ça.
C'est encore en ébauche. On va faire une expérimentation sur le rétroplanning. L'expérimentation devrait commencer début 2026. Donc, avec les psychologues du sport du CREPS des Pays de la Loire. Voilà, on est vraiment ancré dans le sport. On va démarrer la semaine prochaine, ou la semaine d'après, la première semaine de juillet, sur justement quels vont être le programme, à quoi s'attendre, à quoi vouloir pour les familles. Donc, pour l'instant, c'est en étude, c'est en ébauche, donc je vous en dirai pas beaucoup plus. Mais il va falloir suivre l'actualité parce qu'on va être dessus. Donc cette expérimentation va être suivie, bien évidemment. Il y a une chercheuse de staff qui va derrière faire voilà, tout un travail d'études pour justement relater derrière, en faire un vrai projet, on va dire scientifique, peut-être pas au terme, parce qu'on veut quand même aller assez vite. Parce que oui, je suis pressé, moi. Donc, vie pressée. Donc, bon, on ne peut pas rentrer dans un vrai problème, mais on va essayer de faire au maximum, de se rapprocher au maximum de ça. Et puis, mais Marie-Christine sera bien évidemment la première au courant. Donc, elle vous fera suivre toute l'avancée de ce projet. Effectivement, vous en trouverez les détails, on les donnera dans la lettre du polyhandicap, dont les colonnes sont ouvertes, comme elles vous sont ouvertes à tous, je tiens à le préciser. Et donc, aucune difficulté pour être au courant. Oui. Si je peux dire une chose, c'est quand même que ces programmes seront, enfin, les familles, donc avec les parents, bien évidemment, qui seront invités, les fratries et les grands-parents, parce que pendant toute les premières années de la vie d'un enfant polyhandicapé, les parents sont quand même très présents. Donc voilà, on a estimé que les grands-parents devaient faire partie de ce projet, et les fratries, bien évidemment, c'est une évidence. Alors effectivement, je pense que c'est intéressant, c'est ce que tu disais précédemment, cette place qu'on oublie. On ne parle pas souvent des fratries, on ne parle pas non plus beaucoup des grands-parents. Et pourtant, les grands-parents, dans les premières années des enfants, ont souvent un rôle vraiment, vraiment, vraiment important. Donc effectivement, il ne faut pas les oublier non plus quand on réfléchit sur les aidants, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais sur l'entourage familial de la personne polyhandicapée, il ne faut pas oublier les grands-parents parce qu'on est quelques parents à leur devoir des fières chandelles. Je reviens vers vous, Alice, tu voulais dire quelque chose? C'est un dialogue de parents là. Bonjour, merci à vous. Je suis maman d'un enfant de 8 ans, Sacha, qui est polyhandicapé et malvoyant. Merci à Alice de diffuser ses paillettes. Je remercie tous les jours Sacha, puisque cette force, on ne la découvrirait pas en nous sans ce parcours de parentalité différente. Et je suis une Alice aussi, donc forcément, je sais d'où sa force vient. Merci à vous, puisque moi, j'ai qu'une expérience de 8 ans. Merci de montrer que le champ des possibles a tout son intérêt, et c'est un peu ce qu'on vient rechercher au GPF et au colloque. Tout cet espoir qui nous permet d'avancer, et cette co-construction avec tous les professionnels, tous les soignants, sans qui on ne pourrait pas du tout avancer. Et merci aussi au nom de tous les parents qui n'ont pas cette force que nous avons eue de se relever et qui ont encore les 2 genoux à terre. Donc merci beaucoup, et qu'on continue ce combat au nom de tous. Je pense qu'effectivement, ça c'était une parole forte de dire, vous savez, comme disent les gamins, tous ensemble, ouais. Oui, bonjour, je suis éducatrice, coordinatrice dans un service à l'ISEP, dans le Cher.
Et ça fait de nombreuses années, je suis éducatrice, et j'ai longtemps travaillé avec les familles, et en écrivant les projets des enfants avec les équipes, j'ai toujours eu en tête tout ce qui était systémique, effectivement, parents, grands-parents, frères, sœurs, les fratries. Pour moi, ça a toujours été très, 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 très ancré et dans ma tête. Et j'ai découvert un livre qui m'a été confié la semaine dernière par une collègue. Je voulais juste vous en faire part. Il est vraiment chouette, il est simple à lire et il m'a vraiment renvoyé beaucoup de choses. C'est S'adapter, vous le connaissez peut-être. S'adapter, il a de Clara Dumont-Monod et il a le prix Féminat 2021, prix concours. Et voilà, si vous pouvez le lire, il n'y en aura pas pour long, mais ça renvoie vraiment des choses intéressantes. Je voulais juste dire ça. Bonjour, moi je suis Anne Garex, donc directrice d'un établissement IEM, CESAD, polyhandicap, handicap moteur avec troubles associés et anciennement directrice de MAS. Donc moi je vais répondre un petit peu à tout ce que vous avez dit de ma place de direction, puisque on est souvent pris dans des injonctions paradoxales parce qu'on se rend compte quand on est sur le terrain de ce dont on aurait besoin, mais malheureusement, nous n'avons pas les organisations, les organigrammes et les finances qui vont avec. Déjà, prendre un poste de direction dans une MAS ou dans un IEM, c'est pas forcément évident. Et je vois que même par rapport à mes collègues, on me dit toujours oh, dis donc, tu as la force d'accompagner ces personnes-là. Mais inversement, je ne sais pas si je me sentirais bien dans un foyer d'hébergement ou dans un... Voilà. C'est vrai que le polyhandicap, j'ai toujours trouvé mon utilité avec ces personnes-là, que ce soit des enfants ou des adultes. C'est vrai que dans les masses, on n'a pas du tout de moyens. Dès qu'on passe dans le secteur de l'adulte, je me mets à la place des parents, parce que déjà nous, quand on accueille des jeunes adultes dans cet établissement, on sait que ça va être un crève-cœur, parce que toute l'organisation qu'il pouvait y avoir dans le monde de l'enfance n'y est plus. Nous avons trouvé, enfin moi j'avais trouvé, je m'étais dit, finalement, on parle beaucoup de l'autodétermination, de l'autonomie de ces personnes-là, etc. Il faut qu'elles soient comme tout le monde. Eh ben, j'ai dit, s'il faut qu'elles soient comme tout le monde, eh ben, on va intégrer, ces personnes vont être employeurs d'aidants. C'est-à-dire que, au-delà de ce que pouvait proposer l'établissement, on a mis en place le fait que la personne pouvait accéder à des activités à partir du moment où elle devenait, elle salariait les aidants dont elle avait besoin. On avait mis en place l'aide notamment à un jeune qui était passionné de football, et le dimanche il restait à la MAS alors que pas très loin il y avait des matchs de football qui avaient lieu. Donc on avait proposé à la famille, et on lui avait proposé éventuellement de trouver un accompagnant en lui mettant une voiture à disposition. Donc il était très fier, il avait salarié son aidant, donc avec les moyens, alors soit l'aide de la famille, soit les moyens, la PCH qu'il percevait, il rétribuait son accompagnant qui l'emmenait au match tous les dimanches. On avait mis en place aussi, à la fois, ça pouvait être pour des papouilles la musique, ça pouvait être l'esthéticienne, et une autre dame qui avait une aidante pour l'amener au marché tous les vendredis matins. Donc elle venait la chercher. D'autres, voilà. Donc c'était le système qu'on avait trouvé pour se dire, d'accord, nous l'établissement, on a nos limites. De l'autre côté, on se dit que ces personnes, elles sont intégrées dans la société. Donc finalement, elles vont faire comme tout le monde. Quand elles ont des besoins, elles vont essayer aussi. On va essayer aussi de faire en sorte qu'elles puissent trouver les moyens pour répondre à leurs attentes. Voilà. Et donc sur la fondation, il y avait, alors dans le cadre au niveau national, il y a eu les 50 000 solutions. Donc nous avions énormément, nous avions 8 amendements, alors entre guillemets, des jeunes adultes qui étaient en amendement Creton et qui étaient en attente de place depuis très longtemps, puisqu'on avait une jeune fille qui avait 25 ans, dont une qui avait 25 ans, a été créé ce qu'on a appelé, alors c'est pas très joli, parce que bon, le terme ne me plaît pas, jeune masse,
Mais enfin, on avait, sur une des masses qui était sur le territoire ruthénois, nous avions un établissement qui avait un lieu de vie qui n'était pas utilisé. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas créer un espace qui va accueillir ces jeunes, parce que les mettre avec les autres résidents de la masse qui avaient un certain âge, c'est vrai que c'était effrayant à la fois pour ces jeunes-là, mais aussi pour les familles. Et donc, on a créé une unité. Alors, au départ, nous devions avoir 10 places. L'ARS n'en a financé que 5. Mais enfin, à terme, nous aurons 10 places de jeunes qui peuvent aller de 18 ans jusqu'à 30 ans. Voilà. Donc, on essaye de forcer derrière en tant que direction. Moi, ce que je trouve, vous mettiez le point sur les kinés, mais je trouve déplorable qu'il n'y ait pas de financement pour les psychomotes et les ergothérapeutes. Parce que je peux vous assurer que vous mettez une ergothérapeute dans une masse, elle va trouver toutes les adaptations possibles. Vous mettez une psychomote, c'est pareil. Il va y avoir j'appelle ça des miracles, oui. Il va y avoir toute une recherche qui va se faire parce que ce sont des gens très ingénieux, très curieux et qui vont faire avancer et bouger les lignes. Voilà. C'était mon témoignage en tant que directrice. Comment vous avez fait pour que l'ARS accepte de faire un groupe, donne des places, des dotations en plus pour la jeune masse? On a déposé un projet. D'accord. Voilà. Ça a mis longtemps? Non, ça fait partie des 50 000 solutions, les dernières enveloppes qui ont été, depuis l'année dernière, qui ont été ouvertes suite au Conseil national du handicap. Du coup, il y avait une enveloppe qui a été proposée et on a sauté sur l'occasion, vu que dans beaucoup d'établissements pour enfants, nous avions des jeunes adultes qui étaient en attente de solutions. Et donc, l'idée s'est faite en travaillant. Alors, c'est vrai que j'ai des collègues, notamment j'ai une collègue qui a pris ma place sur une masse et on est resté en lien. Notamment avec ces histoires d'accueil temporaire. Et au bout d'un moment, l'accueil temporaire a ses limites, puisque c'est ouvert sur 90 jours. Donc l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on peut offrir de différent, avec des familles derrière qui étaient dans énormément d'attentes. Donc on a sauté sur l'occasion et on s'est dit, on va ouvrir ces places à ces personnes-là. Voilà, donc pour l'instant, nous n'avons que 5 places. Donc c'était et du coup, ça a fait un petit peu aussi bouger les lignes parce que du coup, ça nous a fait avancer aussi sur la façon dont on allait travailler la transition. C'est vrai que quand vous avez une personne qui s'en va, la transition, on va la faire, c'est l'équipe de l'IUM qui va sur la masse, qui va un petit peu acculturer, on va dire, la nouvelle équipe qui va accompagner la famille. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des échanges bilatéraux. C'est-à-dire que la masse, l'équipe de la masse, de cette jeune masse, tous les professionnels qui avaient été embauchés, donc du coup, sont venus sur l'établissement, sur l'IUM, passer quelques jours. Et ensuite, on a fait l'inverse. C'est l'équipe de l'IUM qui accompagnait, de l'unité qui accompagnait ces jeunes, qui est partie sur la masse. Et donc, il y a eu un réel échange et ça a fait bouger aussi les lignes au niveau des professionnels pour travailler ces périodes de transition. Alors, j'ajouterais à ça que je suis enchantée pour les jeunes qui ont pu bénéficier de ces accompagnements supplémentaires. Mais en même temps, ça me brise le cœur parce que ça souligne une carence absolument scandaleuse de ce qu'on peut faire justement pour accompagner ces jeunes adultes. Et voilà, il ne faudrait pas que ça se mercantilise non plus. Alors, Catherine, depuis une patience exceptionnelle, comme toujours. Merci. Catherine Brice, je voulais juste remercier Alice, comme vous venez de le faire, pour sa patience, pour rester sur scène et donner un autre point, plus qu'une question, c'est vous remercier d'être tous venus et de nous avoir démontré, Alice et vous tous, combien un accompagnement de qualité, avec des apprentissages tout au long de la vie, pouvait permettre d'évoluer positivement. Parce que nous sommes un certain nombre de professionnels
autour dans l'assistance aussi. Et on sait, Alice, on sait combien, il y a une mouche qui m'embête, combien les syndromes de Rett peuvent évoluer autrement. Et j'ai été frappée de la qualité du regard sur une photo, certes, mais aussi de la qualité de vos réactions, Alice, puisque vous êtes un adulte maintenant, je n'ai plus le droit de tutoyer, de la qualité des réactions à tous les commentaires que nous avons entendus. Alice, vous avez manifesté particulièrement pour un regard attentif à chacune de vos remarques. Et ça, je trouve ça absolument fantastique quand on connaît les replis que l'on a pu voir dans ce syndrome. Donc c'est pas une question, c'était juste une réflexion et montrer combien les apprentissages tout au long de la vie sont importants. Donc il faut continuer à courir pour les prochains Jeux Olympiques. Je relais une question du chat. Quel mode de communication a pu être mis en place avec Alice pour que vous la compreniez et éventuellement que d'autres personnes la comprennent? Alors ça a toujours été... c'est une problématique qui vient dès le plus jeune âge. Et le hasard, peut-être encore un petit peu de folie, mais quand Alice avait 3 ans, donc ça faisait 1 an, elle était avec son syndrome de Rett qui était arrivé, voilà, il y avait pas on n'arrivait pas à l'accrocher, on n'arrivait pas à accrocher le regard, il fallait 2 pour la déshabiller, la changer, c'était vraiment quelque chose de très compliqué. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, je me lance, je vais chercher une toile, j'avais jamais peint de ma vie. Bon, voilà, des pinceaux, de la peinture. Et puis j'ai pris Alice sur mes genoux, la toile sur la table, et puis j'ai fait 2 traits. Là, c'est parti dans tous les sens. Donc le lendemain, 3 traits. Et le surlendemain, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, au bout de 6-7 mois, un après-midi, je vais chercher le matériel, et là, Alice vient vers moi et m'enlace. Là, ça m'a mis complètement KO, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça d'Alice. Et je me suis dit, mais voilà, ça y est, on a trouvé notre moyen de communiquer. C'est l'émotion qui a amené la confiance. C'est cette émotion qui a amené la confiance. Elle avait confiance en moi, j'avais confiance en elle. Donc derrière, c'était nos regards, voilà, on a mis en place ce mode de communication. Il n'y en a pas eu vraiment d'autres. On a essayé, hein, les ergons ont essayé, mais bon, je pense que la vue, les lunettes, ça a tout compliqué. Donc aujourd'hui, on est toujours dans cette communication qui est ressentir l'émotion d'Alice comme elle ressent la nôtre. Tout est basé là-dessus. Et je dois avouer que bon, finalement, Alice nous comprend, on la comprend. Donc on ne va pas chercher non plus beaucoup plus loin. Également énormément par le regard, hein. C'est-à-dire qu'on propose beaucoup de choses à Alice. Quand on part, par exemple, on peut lui montrer une photo, on part beaucoup en vacances à Noirmoutier, donc on lui montre des photos de Noirmoutier, son visage s'illumine. Il faut qu'on lui montre juste 1 heure avant d'y aller, parce que si on fait ça la veille, on est sûr qu'elle ne va pas dormir de la nuit, tellement elle est pressée d'y aller. On lui propose ses choix de desserts, ses choix de gâteaux. Clairement, des fois, si elle est trop envahie physiquement, on voit bien que les mains ne se desserrent pas, même si on l'aide, elle n'a pas la force pour faire le choix entre 2 desserts, mais son regard se pose. À table, on sait exactement ce dont elle a envie, ce dont elle veut, parce que son regard se pose et reste figé et ne bouge plus. Donc là, on comprend qu'elle veut. Une fois qu'elle le veut, on lui fait la proposition dans la bouche, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va accepter. On sent vraiment qu'il faut du temps pour que l'information aille au cerveau. Et à ce moment-là,
On peut attendre, même si je sais qu'elle va, là, si elle insiste devant sa gourde, je vais lui proposer la paille, je vais croire qu'elle veut pas, mais en fait, si elle veut, mais il faut attendre 5, peut-être 10 minutes, et après, ça arrive tout doucement. Et en fait, c'est en proposant les choses qu'on comprend ce qu'elle veut, à peu près. Et je rajouterais une chose, c'est qu'on est extrêmement vigilant. Donc Alice est dans une frustration totale. Donc on est quand même très vigilant à pas proposer trop de choses pour pas que ce soit une frustration supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne peut pas lui apporter encore plus de frustration. Si elle ne peut pas choisir, ça peut être aussi la mettre vraiment à mal. Donc c'est de la vigilance, c'est des fois, bien souvent, de la simplicité. Des fois, on va au plus simple et ça fonctionne et c'est très bien. C'est effectivement ce terme qui est tellement important dans le polyhandicap, c'est la vigilance. Tu as toujours le sens du mot juste. Bonjour, merci à Alice et sa famille pour le témoignage. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Louise, et sur le regard des autres, et où tu disais que les choses avaient un peu changé quand l'éducateur était venu à l'école pour expliquer les choses. Je voulais juste témoigner aussi que je travaillais au sein d'un EAP, et ça fait 10 ans qu'on fait un travail avec l'école primaire d'à côté, où on fait une sensibilisation aux classes. Et une fois que la première sensibilisation est faite, que les premières questions ont été posées, et ben après, ça laisse libre recours à juste passer des moments ensemble. Et du coup, je peux qu'enjoindre les professionnels et les parents, parce que c'est aussi des sensibilisations qui peuvent se faire à plusieurs, à vivre ces moments-là. Et qu'une fois que les premiers mots sont posés, et ben, ça laisse le champ des possibles ouvert. On fait aussi des interventions avec des centres de loisirs. Et récemment, une maman nous témoignait que la dernière fois qu'elle était allée faire les courses, c'est pas un enfant qui s'est arrêté bouche bée devant son enfant, c'est un enfant qui est venu dire bonjour à son enfant parce ils avaient été dans une rencontre en centre de loisirs ensemble. Et du coup, ça a amené autre chose et un autre regard. Donc voilà, je peux juste qu'enjoindre les professionnels et les structures à mettre en place ce type de partenariat. Ça a pu se faire grâce à une équipe fonction ressources dans notre EAP et une volonté de la part de l'institutrice de l'autre côté. Mais il faut essayer d'aller de ce côté-là aussi. Voilà. Merci. Ça s'appelle un peu de l'inclusion, il me semble. Tout à fait. J'arrive. Oui, bonjour, donc moi je suis maman d'un jeune homme exceptionnel de 26 ans qui est polyhandicapé. Je voudrais... je suis dans la même phase aussi où je suis vraiment, on essuie vraiment beaucoup de frustration, un balancier entre les frustrations, l'abattement et la rage aussi par rapport à la prise en charge du polyhandicap à l'âge adulte. Et je voudrais parler particulièrement par rapport aux prises en charge en masse. Mon fils est sur liste d'attente dans une masse. Il a été accueilli un petit peu dans une masse déjà, une masse qui avait quelques places d'accueil polyhandicap, qui avait quand même un agrément. Et on a découvert que finalement, ces quelques places, on nous a dit qu'il était trop polyhandicapé en fait. Trop polyhandicapé par rapport à l'accueil, puisqu'il fallait 2 personnes pour faire les transferts, ça perturbait le fonctionnement de la masse. Il y avait des sorties qui étaient compliquées au début, moi je suis tombée par terre parce qu'il avait sa nutrition entérale, ils n'avaient pas vu qu'il avait la nutrition entérale dans le sac à dos, donc au tout début il n'avait pas pu faire de sortie. La balnéo, en fait, comme la masse était rattachée à un centre de rééducation fonctionnelle, donc hospitalier, il y avait une balnéo commune, mais la balnéo n'était pas accessible aux personnes incontinentes.
alors que c'est quand même, étant donné que mon fils ne pouvait pas faire grand-chose, c'était quand même problématique. Et on a fini par, voilà, on nous a dit, bah, c'est trop compliqué en fait. Sa prise en charge est trop compliquée. Donc en fait, gardez-le chez vous, c'est mieux. C'est toujours ça, la question. Et vraiment, je trouve ça vraiment incroyable. Jamais, alors effectivement, en dehors du problème du financement et du fait qu'il y a moins de prise en charge effectivement en masse que pour les centres enfants, vraiment, je trouve ça complètement aberrant qu'une masse qui a quand même un agrément, même si c'est pour 10 places polyhandicap, qu'on se retrouve dans cette situation. On nous dit qu'il est trop polyhandicapé pour être pris en charge. Et effectivement, le souci, c'est que dans ce centre, ils privilégiaient finalement les troubles moteurs. Hein, ils accueillaient beaucoup de personnes grands accidentés, etc. Mais en fait, la prise en charge du handicap mental n'était pas du tout assurée. Donc, ils faisaient des activités, lecture de journal, karaoké, etc. Donc, bah, évidemment, mon fils, il était dans un coin pendant ce temps-là, surtout qu'il ne supporte pas quand il y a beaucoup de bruit. Donc, en fait, je me dis comment ils ont un agrément polyhandicap alors que finalement, ça correspondait pas finalement à ses besoins. Donc, voilà, je voulais partager un peu ça parce que j'en entends pas vraiment parler. Et c'est quand même un vécu qui paraît... parce qu'on se retrouve finalement après à devoir chercher des centres, ce qui n'est pas facile, en se disant, alors il faut un centre qui a un agrément, mais est-ce que c'est un agrément qui correspond vraiment aux besoins? Et après, on nous dit 10 ans de liste d'attente parce qu'il y en a tellement peu qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc voilà. Donc, dans le cadre de la mise en place de votre préparation mentale, moi, je propose en tout cas le punching ball. Je pense que quand même, voilà, il y a la méthode Coué, mais le punching ball, c'est pas mal déjà. Voilà. On a visité le même type de centre que vous, pour un accueil de jour, sur 3 jours pour Alice. Sur le papier, tout était bien, tout était chouette, mais pareil, on s'est retrouvé dans un établissement où les gens jouaient aux cartes, où ils lisaient le journal, ou tout ça. On a visité, Alice a trouvé ça très beau, on s'y sentait bien, c'était accueillant. Sur le papier, tout était super. Et on est rentré dans la salle et là, on s'est rendu compte que, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'infirmière. Alice a une gastrostomie de décompression, donc elle doit être décompressée plusieurs fois par jour. Et là, elle nous a dit, est-ce que la gastrostomie, on est obligé d'utiliser la gastrostomie? On lui a dit, bien évidemment, elle a une gastrostomie, si vous enlevez pas l'air, ça va être un vrai problème. Et puis au bout d'1 heure et demie de visite, parce qu'on a visité tout le site qui était assez grand et intéressant pour Alice, Alice s'est endormie dans son fauteuil et on nous a dit, 3 jours, ça va être beaucoup trop pour Alice. On envisage plutôt une matinée par semaine, en sachant qu'il y avait 1 heure de transport aller, 1 heure de transport retour. Donc là, on a dit, non mais en fait, c'est tout ça qui va être un vrai problème. Voilà. Vous ne voulez pas d'Alice. Et c'était avec un agrément polyhandicap. Voilà. Moi, je suis directrice des Mésanges à Chambéry, à PUI de Chambéry. On a un CME, non pas un IEM, et une masse de 10 places, donc une toute petite masse, et un CESA de 4 places. Voilà. On va passer en dispositif. Donc, parce que moi, je vous écoute depuis tout à l'heure et je pense parcours. En fait, on parle du parcours des personnes, là. Et tout est très scindé. Donc il y a des tranches. Moi je découvre, je n'étais pas dans le polyhandicap avant, j'étais dans la déficience intellectuelle mais pas dans le polyhandicap. Et je découvre quand même ces tranches où là je découvre que vous, à 22 ans, il n'y a plus rien. Alors moi je suis sidérée en fait, je me dis mais on ne vous a pas accompagné jusqu'à présent pour préparer la suite. Alors moi je trouve quand même que c'est triste. Qu'on n'arrive pas à penser les choses pour l'avenir. Même si on est dans le secteur enfant, on doit anticiper le fait qu'ils deviennent majeurs et qu'on va devoir se soucier de tous les besoins qu'il aura toujours à ce moment-là. Donc, ça me pose question, en fait. Alors, nous, on a une petite masse, donc ça permet peut-être plus facilement de se positionner sur les deux. On a mis cette masse qui est au départ rattachée à une autre masse. On l'a mise pour qu'elle bénéficie du plateau technique qu'on avait sur le CME, ce qui est quand même pratique et qui fonctionne bien. Mais je m'interroge quand même sur cette incapacité qu'on a encore aujourd'hui
à penser parcours. On parle de ça à tort et à travers, et en fait, on n'est jamais capable d'aller au bout. Et c'est le parcours de l'apprentissage, c'est le parcours de l'enfant, c'est le parcours de l'adulte et de tous les parents qui les accompagnent et des frères et sœurs. Et donc, je pense que, voilà, moi, je crois qu'il y a eu un rapport récent de l'IGAS qui demandait à ce que, au lieu de passer de l'âge enfant à l'âge adulte, on soit sur l'ensemble des choses. Moi, j'ai une directrice générale qui a écrit, on a écrit à l'ARS pour que notre passage en dispositif soit plutôt relié avec la masse aussi, c'est-à-dire qu'on a inclus l'ensemble et qu'on puisse répondre à tout moment aux besoins de la personne qu'on accompagne et non pas à un âge, en fait. Voilà, donc c'était juste un... Je me demandais où elle était suivie avant, Alice, et je trouve que c'est un peu brutal quand même d'en arriver à des choses comme ça, et ça me semble pas pertinent qu'on continue de cette manière. Oui, c'est surtout, ils ont pensé à une suite, il n'y a pas de souci avec ça, puisque c'est retour à la maison. Voilà, débrouillez-vous, c'est retour à la maison. On va essayer de mettre en place 2-3 petits trucs pour que vous puissiez avoir du répit, que Alice puisse bénéficier de trucs. Tout est flou, rien n'a été pensé. Ils sont, vraiment, on a l'impression qu'ils sont pris de court. Tous ces établissements, ces associations qui gèrent les associations gestionnaires, et leur seul truc, bah voilà, rentrer à la maison, retour à la maison. Il y a une autre spécificité du centre d'Alice, c'est que c'est un centre qui accueille les tout petits jusqu'à l'âge d'Alice, quoi, normalement 18 ans, et qui ne fait aucune nuit. Donc, c'est que de l'accueil de jour. Et là, du jour au lendemain, on nous dit, eh ben, c'est un retour. Donc, nous, les familles, nous n'avons jamais été préparés à nous séparer, ne serait-ce qu'une nuit de nos enfants. On nous a toujours imposé ça. Et du coup, maintenant, ben, nous, les familles qu'on est dans ce centre, on préférerait des structures où il y a un accueil de jour. Alice, avec sa fatigabilité et le rythme qu'elle a, ses épilepsies et tout, n'y va que 3 jours par semaine. Elle n'est pas en capacité physique de faire davantage. Donc trouver une structure pour adultes dans ces conditions-là, une masse, alors là, je pense qu'on oublie. Donc nous, on partirait sur un établissement où il y a 12 places adultes. Il y en a 2 à Nantes qui font ça, une de 12 places qui est collée à l'EEAP d'Alice, et une autre où il y a 9 places. Celle qui correspondrait le plus à Alice, donc c'est celle qui est rattachée à son centre, il y a 80 personnes sur liste d'attente. Nantes est une ville qui grandit, qui grossit, qui est plutôt bien lotie au niveau de toutes les prises en charge enfants. On ne peut pas dire que la Loire-Atlantique soit démunie. Par contre, dès qu'on arrive à l'âge adulte, c'est catastrophique. Et toute association confondue. Je tiens à le dire quand même. Les Cretons, il n'y a pas que le polyhandicap. Là, c'est une vraie problématique globale. Malheureusement, c'est effectivement une problématique qu'on retrouve un peu dans toute la France. On va prendre une dernière intervention. J'espère que personne n'est frustré. Il fallait se manifester avant. Merci. Catherine Réa. J'ai eu la chance de travailler dans des institutions qui ont une autre approche et de travailler parfois auprès d'instances qui se préoccupent des politiques publiques. Alors moi, j'aurais envie de dire 3 choses. Premièrement, c'est pas aux parents de définir les besoins, c'est aux parents et aux professionnels de définir les besoins. Et les institutions aujourd'hui, MDPH, ARS, département, qui devaient, dans les lois, travailler sur l'évaluation des besoins, ne le font pas et demandent aux parents, demandent aux institutions. Et on a l'impression qu'il n'y a plus personne qui coordonne quoi que ce soit. La deuxième chose, ça n'est pour moi, dans notre solidarité, ça ne devrait pas être aux parents tout seuls de se débrouiller pour trouver des solutions d'avenir. Ça devrait être là aussi le collectif parents, institutions, établissements ou services. C'est pas normal qu'on en reste là. Je crois que au niveau du polyhandicap, il faut qu'on tape du poing sur la table. On peut plus. Parce que si on bouge pas, on restera avec de plus en plus de difficultés. Dernière remarque. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a eu des travaux menés par la CNAM notamment, et j'y ai participé, sur le forfait enfant kiné. Mais ça part d'où? Ça part tout d'un coup, il y a un constat de départ d'enfants et de parents à l'étranger pour faire de la rééducation intensive.
Et du coup, les pouvoirs publics se disent oulala, nous aussi on pourrait faire ça. Et donc, il y a un groupe de travail qui est mis en place. À chaque fois, et j'en ai fait partie, à chaque fois que j'ai pu dire mais ça va s'arrêter à quel âge? Et pourquoi pas les centres de santé? Pourquoi que les kinés libéraux? Là, il n'y a pas de courage politique. On a décidé, et la commande publique, c'était une commande publique du ministère. Donc la commande publique, c'était les enfants. Eh ben, là aussi, je pense qu'on peut aussi dénoncer ça. Les enfants, ils deviennent grands un jour. Voilà. C'était mon coup de colère. Que je partage, parce qu'en plus, c'est vrai qu'ils grandissent vite, ces sales gosses. Donc... Ils grandissent vite et ils ont envie de vivre. Ils sont heureux d'être là. C'est surtout ça qu'il faut noter. Mais oui, c'est la seule chose parce que qui le travail qui a été fait par tous ces professionnels, par les familles, par tout le monde, le milieu hospitalier, amène nos enfants à être heureux. Hein, Alice, t'es heureuse d'être là. T'es heureuse de vouloir vivre et de vouloir vivre longtemps. Absolument. Alors, je vous avais dit que c'était la dernière intervention, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, conclusion, postface. Un petit mot, les psychologues du groupe Fratrie du Centre de ressources multi-handicap, mal nommé parce qu'ils devraient s'occuper, s'ils s'occupent surtout de polyhandicap, mais bon, on ne refait pas l'histoire. Donc, je te donne la parole. Oui, bonjour, je voulais vous remercier pour votre intervention à la famille d'Alice et puis je voulais rebondir par rapport à Louise et sa fonction d'aidante, de sœur aidante. Nous, au centre de ressources, c'est depuis 2011 qu'on anime des groupes de fratrie pour les jeunes de 7 à 12 et pour les adolescents. Et la place des fratries, elle est essentielle et je trouve qu'elle prend de plus en plus de place. On a participé à la recherche polyordinaire, on a mis en action une recherche sur l'avancée en âge et la place des frères et sœurs, on a vu qu'elle était centrale, que les familles, alors toutes n'ont pas des frères et sœurs, mais pour celles qui en ont, c'est vrai que c'est une place essentielle et les frères ou sœurs, c'est une problématique qui les concerne. Ils y réagissent différemment et dans nos petits groupes, avec les 7-12 ans, l'idée pour eux, c'est de partager ce qu'ils vivent. Parce qu'à l'école, effectivement, c'est une place parfois un petit peu particulière. Alors certains ont leurs frères et sœurs à l'école, d'autres pas du tout. Mais les parents viennent des fois chercher à l'école. Et la question du regard, tout ça, c'est des choses et des thématiques très très fortes dont les enfants ont besoin de parler. Et au centre de ressources, c'est vrai que cette attention, elle est forte de notre côté. Et on fait remonter les témoignages des frères et sœurs. Il y a Edfort Poli qui a fait des petites vignettes. Il y a un frère qui témoigne un petit peu de sa place à lui de grand frère. Et je trouve que c'est vraiment une question émergente. De plus en plus de professionnels montent des groupes de parole. Je pense que c'est important de donner la parole effectivement aux frères et sœurs, ou du moins leur proposer de pouvoir participer à des groupes. Donc j'encourage évidemment ces initiatives avec Mélanie, ma collègue avec qui on anime bien évidemment ces groupes, mais aussi cette question que l'on porte dans toutes les instances où la place des fratries, elle est à mettre en avant. Donc voilà, c'est émergent. Le statut d'aidant, il se parle de plus en plus. Il arrive aussi auprès des frères et sœurs en situation de handicap. C'est différent de lorsque c'est un parent qui est malade, mais n'empêche que c'est une place importante. Et parfois, les enfants tiennent cette place en étant parfois simplement silencieux, en étant des enfants qui ne posent pas de problème. Voilà, donc on voulait attirer et puis vous remercier pour votre témoignage, Louise, mais aussi Alice et monsieur et madame Chénaud. Merci. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites, parce que c'est très important. C'est vrai que depuis ces dernières années, je vois une petite évolution sur les fratries, du moins on en parle, et je trouve que c'est très bien, donc il faut continuer sur cette lancée. Et il me semble que s'il nous reste une petite minute, on avait une question par ici. Donc, alors effectivement, c'est ce que j'allais dire. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai une formation d'historienne, donc je vous annonce la DER des DER. Merci beaucoup. Benoît Zadro, je suis directeur d'un IEM et d'un foyer d'accueil médicalisé à l'AZI et dans les Hautes-Pyrénées.
Et c'était juste en fait quelques petits témoignages, parce que le témoignage tout à l'heure m'a fait penser à nos fonctionnements, et je crois que nos idées de décloisonner, de dispositifs sont aussi les moyens peut-être de voir un peu différemment, de voir un peu plus loin. Et moi, je voulais juste insister sur 2 points sur lesquels on a beaucoup travaillé, notamment sur le fait que dès l'entrée, dès le plus jeune âge, on doit parler de la sortie dans les PPA, même si c'est pas facile, parce que souvent, ce qui bloque et ce qui est compliqué, c'est l'acceptation, c'est comment on peut projeter à 5 ans, 3 ans, 10 ans l'avenir d'adulte, et sur quoi on part, et quels sont les objectifs concrets et réalisables. Mais il faut qu'on soit ambitieux, et il faut qu'on se prive de rien. Et dans le travail qu'on peut mener, nous, avec l'IEM, c'est aussi un enfant ou un jeune qui grandit et vers lequel, il y a quelques années, on disait il ira en masse. Là, on dit il ira en masse, et où d'autres? Et pourquoi pas le foyer? Et pourquoi pas un accueil de jour sur telle structure qui n'était pas la structure initialement pensée, parce qu'il faut se priver d'aucune opportunité. Et notre travail d'accompagnant, alors en établissement pour enfants, on a plus de moyens, et c'est de venir sécuriser une prise de risque en disant on va le tenter, tant pis si ça ne marche pas, c'est pas grave, on aura essayé. Et on a revu beaucoup de notifications d'orientation à l'âge adulte qui étaient formulées plutôt vers des maisons d'accueil spécialisées en demandant des doubles notifications et en faisant des doubles prises en charge, établissement pour enfants, établissement pour adultes, pendant au moins 1 an, voire 2, où on travaille avec l'équipe d'accueil, qui est moins nombreuse, qui n'est pas forcément dotée de la même façon, mais en essayant de mettre en place des outils, d'observer, de prendre du recul et de sécuriser. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, on aura tenté, et puis on a quand même la solution de repli pour revenir vers l'établissement pour enfants. Et ça, je pense que c'est aussi des façons qui sont aujourd'hui à notre main, qu'on peut utiliser. On n'a pas eu de contraintes, nous, de nos tarificateurs. On a des façons de faire qui peuvent, à un moment donné, nous amener à proposer ces mixités d'accompagnement, ces choses un petit peu hybrides qui permettent de faire l'essai, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ça va, personne n'est frustré? Tant pis. Bon, eh bien, écoutez, d'abord, je prie les personnes qui sont à distance de nous excuser. On a un peu dépassé le temps, mais voilà, vu la qualité des interventions, on n'allait quand même pas s'arrêter là.